J'ai fait l'école chez moi. J'ai arrêté à 14 ans à cause de mon mariage. Et avec mon mari, on s'est mis d'accord que je vienne et que je continue mes études ici. Mais quand je suis venue, c'était déjà la reprise de l'école, il n'y avait plus de place. Et je devais attendre l'année prochaine, à la rentrée, pour m'inscrire. Du coup, je suis tombée enceinte de ma fille. Du coup, j'ai continué à fonder une famille, j'ai eu mes enfants. Et c'est quand mes premières filles ont eu leur bac et devaient aller à l'université qu'on s'est dit un salaire ça ne suffit pas. Il faudra que je cherche du travail, comme ça on peut les aider. Je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans. J'ai 4 enfants, je me sens maman. Voilà, j'ai un rôle de maman aujourd'hui, de familles nombreuses et mon combat c'est ma famille quoi. Après, moi en tant que femme, ben, c'est plus compliqué parce que je me suis vraiment dévouée à mes enfants. Donc je travaille pas, j'ai pas de vie sociale, si on peut dire, extérieure de la maison. Mais aussi par choix. Je m'appelle Fatouba et pour les gens qui me connaissent vraiment, c'est Kiné. Je suis d'origine sénégalaise. Je vis en France depuis 5 ans et précisément depuis 2 ans à Saint-Dié. Donc, je suis arrivée en France par le biais du mariage. Je suis une fille de bientôt 5 ans. Je m'appelle Delphine, j'ai 44 ans. Je suis née à Bordeaux et ça fait maintenant quelques années, un peu plus de 20 ans que je suis sur Saint-Dié-des-Vosges. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante. À l'âge de 19 ans, j'ai quitté la famille pour faire mes études de bac pro photo à la Providence. Voilà, et j'ai rencontré un Vosgien. Et donc, comme je dis toujours, je me suis accrochée aux montagnes et à la région. Globalement, c'est pas mon diplôme de photo qui m'a fait vivre. C'est mon petit diplôme d'animatrice. J'avais passé le BAFA. Et c'est celui-là qui m'a fait vivre et rencontrer des gens et des bonnes personnes et qui m'a ouvert les portes du travail. Dans le cas de Maïna, c'est un problème au niveau des lymphocytes B qu'elle ne développe pas. C'est un déficit immunitaire, donc ça fait partie des maladies rares. Le problème, c'est qu'elle a toujours été malade depuis qu'elle est toute petite. Et on a découvert vraiment cette maladie-là donc au mois d'août l'année dernière. Pour elle, ça se décrit comme... elle ne se défend pas, donc elle attrape tous les microbes, toutes les bactéries. Et ça prend des proportions assez vite problématiques, puisque comme elle ne se défend pas, du coup, ça s'infecte très rapidement. Pour Maïna, c'est un traitement d'immunoglobuline, donc toutes les 3 semaines à Nancy, donc en intraveineuse. Mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas suffisamment, pas comme ça devrait fonctionner. Donc en plus, elle est sous antibiothérapie. Surtout, il faut quand même savoir que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal vraiment à le digérer. On nous dit que c'est une maladie génétique, mais génétique, est-ce que c'est transmis? Est-ce que c'est elle qui est née comme ça avec un défaut de production? Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de réponse à toutes les questions qu'on pourrait se poser, quoi. Donc c'est très, très douloureux. Surtout que derrière, on a quand même 3 autres enfants, donc on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions aussi pour Maïna, quand elle sera adolescente, comment elle va supporter le traitement, quand elle sera adulte, et le jour où elle-même voudra devenir maman. Si elle veut des enfants, c'est quand même un risque sur 2 pour elle de transmettre la maladie. Mais pour les frères et sœurs, on ne sait pas. J'ai demandé à réduire toutes les 2 semaines, mais en supprimant un maximum les antibiotiques, puisqu'on sait tous quand même que les antibiotiques, à un certain laps de temps, ça fait quand même des dégâts. Mais ça a été refusé. Donc pour eux, c'est 3 semaines, antibiotiques, et c'est comme ça, et le traitement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Donc c'est difficile parce que moi, je l'accepte pas, et en même temps, je me dis que j'ai pas le choix. Parce que je suis face à des médecins, je suis face à l'hôpital qui me répondent que de toute façon, c'est eux qui décident, et voilà, nous, en tant que parents, on n'a pas le choix de suivre ce qu'ils nous disent, quoi. Parce que c'est une petite fille de 6 ans qui ne comprend pas forcément tout ce qui est mis en place autour d'elle non plus.
J'ai fait partie de beaucoup d'associations. L'association qui m'a marqué le plus, c'est l'Arc-en-Ciel. J'arrête pas d'en parler. On se réunissait une fois par mois et chaque culture ramenait un truc de chez soi. Ça nous rapprochait. Par contre, c'était que les femmes. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que c'était énorme. J'ai été médiatrice avec la CAF. J'ai fait permanence à la sécurité sociale. J'ai fait la permanence à la police aussi. Quand ils avaient besoin d'interprètes, ils m'appelaient. J'ai travaillé avec le docteur Jégou pendant des années et des années. J'étais son assistance. J'étais avec la péricultrice et j'ai beaucoup appris par rapport à... Malgré que je n'ai pas fait les études de médecine, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai pesé les enfants, j'ai fait du massage, j'ai mesuré, j'ai eu beaucoup de contacts avec beaucoup de familles. Il y a eu un moment aussi, je partais à Épinal, toujours dans le cadre de mon boulot, pour assister à des séances de massage bébé. J'ai été bénévole dans les écoles maternelles. On avait une classe qu'on appelait passerelle. Pendant 2-3 ans, j'étais là à accueillir les bébés de 2 ans, en fait. J'ai été membre d'une association que Moussé Dolé avait fait. Et je l'accompagnais dans les familles africaines à faire le test du diabète. Parce qu'il voulait faire une étude sur le diabète, mais chez les Africains. À l'âge de 30 ans, j'ai eu une petite douleur au niveau du sein gauche parce que ma fille se posait toujours de ce côté-là, côté Calinou. Et ça devenait trop fréquent, donc j'ai consulté. Et effectivement, là, le couperet est tombé. C'était un cancer du sein, premier cancer du sein à l'âge de 30 ans. Donc chimio, opération et radiothérapie. Et lors des contrôles annuels, 9 ans après, presque 10 ans après, voilà, rebelote. Deuxième tumeur sur l'autre sein, ce coup-ci. Donc là, ils ont décidé de faire la recherche du gène. Effectivement, il était muté, donc là, ni une ni deux, de nouveaux traitements, de nouveau une chimiothérapie, une chirurgie beaucoup plus mutilante, puisque là, il a été décidé de faire l'ablation des 2 seins et plus de la radiothérapie derrière. Donc ça n'a pas été facile du tout. Ça ne l'est encore pas. Ça a beau faire 3 ans et demi que c'est derrière, c'est encore présent. On ne s'en sort pas comme ça indemne, mais c'est mon combat de tous les jours, de profiter de la vie. Et effectivement, j'ai fait le choix de ne pas me reconstruire physiquement, on va dire, par des faux seins où il y avait plusieurs techniques, mais ça ne me correspondait pas et je n'avais plus envie de souffrir. Donc moi, ma reconstruction personnelle, ça a été le tatouage. Voilà. Donc j'ai un petit peu caché mes cicatrices par ça et remplacé mes seins par ce tatouage, et parce que aussi pour moi, les seins ne voulaient plus rien dire et les seins ne sont pas synonymes et symboles de féminité. Ça en fait partie, mais c'est pas ça. Une femme, c'est pas les seins. Comme une femme, c'est pas les cheveux longs. Comme plein d'autres, on est femme parce qu'on le sent et parce qu'on est dans sa tête, quoi. En fait, on nous l'inculque tellement dans l'éducation, dans ce système d'éducation patriarcale, on commence à en sortir un peu, et encore, on est encore en plein dedans. De façon, oui, le système patriarcal qui veut que la femme, c'est des seins, des jolies formes, au mieux des talons. Alors là c'est bon, on a le package total de la féminité. Mais en fait, moi, dès l'hôpital, je me souviendrai toujours, la sage-femme m'a dit
J'espère que vous avez ramené votre soutien-gorge, hein, comme on vous l'avait demandé. Hein. Je dis, bah oui. Après, j'en voyais pas trop l'utilité, enfin plus l'utilité, je sortais de chirurgie. Oui, parce que comme ça, on va pouvoir tester vos seins factifs en mousse, quoi. Je dis d'accord, on fait le test, elle m'a mis ça sur moi et c'est là que je me suis rendu compte, non, c'est pas à moi, c'est plus à moi, ça c'est pas à moi, ce n'est plus moi, en tout cas. Cette étape de la vie a fait que oui, mon corps a changé, mais c'est pas parce que mon corps a changé que je ne suis plus femme et je ne suis plus féminine. Je reviens sur la sage-femme, c'est qu'elle m'a dit, oui, mais c'est surtout pour le regard des autres, de votre famille, de vos enfants. Là, ça m'a un peu choquée aussi. Je dis, mais non, mais la première concernée, c'est moi déjà. Après, la famille fera son tour. Et après cette démarche, il y a eu de la réflexion, effectivement, quand même. Je suis quand même allée voir un chirurgien esthétique. Parce que quand on voit les chirurgiens classiques, enfin, qui ont fait le suivi de mon cancer du sein, ils parlent forcément que de reconstruction. Et votre reconstruction, vous y avez pensé, je vous donne des adresses. Je n'ai eu aucun chirurgien, aucun médecin qui m'a dit « mais vous savez, vous avez la possibilité aussi de ne pas vous reconstruire ». Ça, on ne l'entend pas. On l'entend sur des blogs de femmes qui ont déjà vécu ça. Mais voilà, il faut faire évoluer ce discours-là aussi. Comme quoi, oui, c'est possible. Donc voilà, et effectivement, ça a été tout un petit parcours, mais le deuil s'est fait assez rapidement. On va dire, je sais pas, au bout de 3 mois... Non, allez, 4 mois, dans ma tête, c'était clair et net. Non. Plus envie de douleur aussi, sur tout ça. La féminité, c'est pas de la souffrance non plus, quoi. Je suis arrivée en France le 16 juin 2015 et j'étais enceinte de 2 mois, raison pour laquelle on a quitté le Sénégal avec mon mari pour venir s'installer en Bretagne. J'ai eu ma fille en Bretagne. Mon mari a trouvé du travail au Congo, en Afrique centrale, où je suis partie avec mon mari 9 mois après mon accouchement. Donc, j'ai jamais pu travailler, j'ai jamais pu être indépendante, donc je vivais toujours au détriment des revenus de mon mari. Je ne pouvais rien faire, j'étais vraiment limite entre 4 murs toute la journée, la nuit. Lui, c'était le français type, il allait au travail, il revenait, il mangeait, il dormait, c'était vraiment boulot, dodo. Petit à petit, je me suis mise avec les femmes du quartier, ce qui n'a pas plu à mon mari. Et notre première dispute, c'était autour de la vaccination. Malgré l'opposition de la belle famille et tout, je l'ai vaccinée. C'est le premier jour où mon mari a levé la main sur moi. Bien, je suis une femme, je ne laisse pas un homme lever la main sur moi, donc du coup, c'était coup contre coup. J'ai appelé ma mère, on a parlé et tout, elle m'a dit non, ne recommence jamais, même s'il lève la main sur toi, il faut laisser faire. J'ai dit non, on est en 2015, ce n'est plus la période où la femme subissait et que baisser la tête quand son mari lui disait fais, ne fais pas, donc moi je ne suis pas une poupée. Et à un moment donné, à chaque fois qu'il parlait avec mes parents, oui, qu'il a un rapport malsain avec l'argent, qu'il n'a pas d'argent de poche. On lui a coupé l'argent de poche parce que tout simplement, monsieur a vu qu'il offrir un cadeau d'anniversaire à sa mère qui lui a coûté $100. Il m'a presque insulté que voilà, oui, je te donne mon argent, tu l'envoies à ta mère qui nourrit l'Afrique. Ça a commencé à monter et tout. Je suis partie. Je suis sortie, je suis allée voir une voisine, on a parlé et tout. Je me suis calmée, je suis revenue. Quand je me retourne, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un coup. Il me donne un coup par derrière. Un coup de genou. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devenu fou, quoi. Il me dit, oui, ça t'apprendra à aller raconter aux Africaines nos problèmes. Il m'a giflé, je l'ai giflé, et puis il a essayé de m'étrangler. Avec de toutes mes forces, je l'ai griffé à sang. Je suis suffoquée. J'ai appelé la maman Bayerès. J'ai dit, maman Monique, venez. Son neveu est venu, et grâce à ce neveu, j'en suis encore là aujourd'hui parce que je pense que je serai morte comme toutes ces femmes étranglées ou renversées ou tuées à coups de couteau par leur mari.
Donc je lui avais un peu expliqué que j'aurais voulu un deuxième avis médical à l'hôpital Necker, parce que c'est quand même le centre de recherche de référence de cette maladie-là. On a vraiment fait un dossier complet avec tous les antécédents de Maïna, et il n'a toujours pas de réponse. Du coup, c'est une porte qui s'est fermée. On n'aura pas de rendez-vous là-bas, de contact avec des professeurs là-bas qui puissent nous éclairer un peu mieux. À l'hôpital, ils nous ont dit, voilà, c'est un déficit immunitaire, donc un problème en lymphocyte B. Et basta, quoi. Ils nous ont donné un petit dépliant, si on peut dire, avec des fiches dedans. Et puis, en gros, débrouillez-vous, renseignez-vous. Voilà, on est un peu lâché comme ça dans la nature. Donc, nous, on a trouvé quand même l'association IRIS qui s'occupe de toutes ces maladies-là, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que ça spécifiquement. Et donc, c'est des gens, par contre, très gentils. On a pris le temps, vraiment, ils nous ont rappelé, on a pu poser pas mal de questions. Et ils sont toujours à l'écoute. Et c'est bien de ne pas se sentir seul, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on est vraiment perdu et c'est quand même très, très difficile, quoi. Heureusement que j'ai d'autres enfants, parce qu'autrement, vraiment, je pense que j'aurais fini par déprimer. Maïna, à 4 heures, il faut quand même savoir qu'elle s'endormait dans le bus. C'est nous, en fait, qui nous adaptons à ce qu'elle nous donne et pas l'inverse. Ça aussi, c'est difficile en tant que parent de dire, ma fille... à un moment donné, elle est fatiguée, elle n'est pas capable de plus, il faut l'entendre aussi, quoi. C'est dur de le dire, voilà, à 4h, 4h30, elle a fait sa journée, on laisse tomber, c'est fini, quoi. Moi, je le vis mal parce que je me dis, on lui donne, parce qu'on n'a pas le choix, les antibiotiques, mais comment elle sera dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, quoi. Donc, c'est beaucoup d'angoisse aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autres... aujourd'hui, il n'y a pas d'autres traitements, il n'y a pas d'autres solutions. Mais autrement, bien sûr que je ne le ferai pas, parce que je sais très bien que ça va lui faire du mal plus tard pour elle. Et après, il faudra apprendre à vivre avec ça. Il faudra se rendre à l'évidence aussi qu'elle est malade, qu'elle ne va pas guérir. Et ça, je pense qu'il faut le temps de l'accepter et puis de se rendre à l'évidence, quoi. J'ai fait plein de choses, ça me vient pas dans la tête, mais j'ai participé à beaucoup d'associations quand même. J'ai été aussi présidente d'une association qu'on appelle Kaoral. Et ça, c'est une association des ressortissants de notre village de Gouriki. Et donc, c'était aider ceux qui sont au village, acheter des cahiers, des stylos pour les petits, enfants. Voilà. Acheter quelques médicaments parce qu'on a un dispensaire. Et puis on a aussi une association sénégalo-mauritanienne ici. Là, je suis membre dedans, voilà, j'aide, je ne suis pas dans le bureau. Oui, politiquement, je me suis investie à faire la politique de mon pays avec le parti qu'on appelle APR. Donc c'est le parti au pouvoir et donc je suis la responsable des femmes dans les Vosges. Donc on a pu ramener 2 fois le président au pouvoir, c'est son 2e mandat et c'est une expérience que j'ai bien aimée aussi, qui m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de connaissances. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime rester à la maison, être enfermé à ne rien faire. J'aime bien aider. J'aime bien participer, aller voir autre chose que ce que je sais déjà, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Et ça m'a donné la force de vouloir participer à tout. Je pense qu'ils sont encore dans cet esprit-là, dans cette éducation-là, comme quoi les femmes veulent absolument avoir leur sein. Et je comprends, toutes ne sont pas comme moi, là c'est vraiment, c'est moi. Oui, c'est une démarche personnelle. C'est vraiment une démarche personnelle, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se voient pas du tout sans sein, et c'est impensable pour elles, quoi. Mais moi, j'ai été amputée de mes 2 seins, de 2 membres, et donc non, je n'ai pas envie de prothèse. Surtout que j'ai déjà eu des enfants, je ne vais plus allaiter, je ne vais plus avoir d'enfants. Je m'accepte, moi, dans ce nouveau corps. Il y a encore un peu de travail à faire, c'est sûr, des fois, oui, on y repense parce que c'est encore frais.
Des fois, je me dis, tiens, oui, si j'avais des seins, est-ce que le décolleté de mon nouveau pull va changer? Ben non, en fait, non. Dans la relation de séduction, ouais, là, c'est peut-être un peu différent. Bon, après, je suis mariée, donc c'était pour mon mari que ça a été plus difficile. D'accepter le fait qu'il n'y aura plus de seins. Donc après, non, on se redécouvre différemment. C'est une autre approche. Voilà, il va falloir qu'il accepte aussi. Je serai célibataire. Je ne sais pas comment j'aborderai moi cette nouvelle approche envers les hommes et comment aborder le sujet finalement après, puisqu'on ne s'en rend pas compte que j'ai été amputée. Donc au moment où ils le découvriraient peut-être, est-ce que ça poserait problème ou pas, ça, je ne sais pas. Il faut s'entourer des bonnes personnes et puis continuer à s'accrocher à la vie. Je me suis un peu engagée dans une association Bulle Rose, qu'on a créée avec ma kiné et des amis proches autour. Donc voilà, ce combat où on fait un événement dans l'année pour récolter des fonds et les transmettre à l'Institut de cancérologie de Lorraine pour le soin aux patientes, justement, pour ce côté, récupérer un peu sa féminité, maquillage, des cours de socio-esthéticienne et du bien-être aux patientes, quoi, en fait. Ce qu'on ne dit pas assez souvent aussi, c'est que dans la reconstruction des seins, c'est que c'est souvent décalé. Surtout quand on a l'ablation que d'un seul sein. Les chirurgiens vous promettent monts et merveilles, mais souvent le sein il n'est pas équilibré par rapport à l'autre. On n'a plus de mamelon, il faut reconstruire le mamelon aussi, soit le tatouer, soit prendre de l'autre pour... Enfin, c'est beaucoup de chirurgie, c'est beaucoup de douleur, quoi. Et puis la mémoire, le corps a une mémoire, quoi. On va retoucher des endroits que ça fait 5-6 ans qu'on a subi quelque chose dessus, il y aura la mémoire physique qui va revenir, quoi. Donc tout ça, moi, je voulais plus. Plus de souffrance physique. Et depuis ce jour-là, j'ai pas revu mon mari, j'ai pas revu ma belle-mère. Je suis partie de la maison à 1h du matin. Je suis partie sans porte-monnaie, sans papier, sans argent. Le taxi que j'ai pris, je l'ai pris, j'ai appelé ma copine Oumou. J'ai dit Oumou, j'arrive, je vais t'expliquer. Je suis arrivée chez Oumou. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a essayé de t'étrangler, il faut qu'on porte plainte. J'ai dit, on est au Congo. Si je porte plainte, ça ne passera pas parce que c'est un blanc qui essaie d'étrangler une noire. Donc, ne t'inquiète même pas. On est dans un pays corrompu où ce sont les Belges qui gouvernent. Donc, je n'aurai pas gain de cause. En Afrique, les blancs, malgré qu'on est dans un pays africain, qu'on est noir et tout, les blancs décident d'avoir quelque chose, ils l'ont tout de suite. Je continue la procédure en justice. J'ai commencé au Congo, mais comme c'est en français, ils n'ont pas le pouvoir de mettre la main sur un français. J'ai dit ok, ils m'ont dit allez au consulat de la Belgique, parce que le Congo c'est le Congo belge. Je suis partie au consulat, c'est en français, on ne peut rien faire contre un français. Allez à la capitale, Kinshasa. Kinshasa, c'est comme si vous faites 3000 bornes dans un même pays. Moi, j'ai dit, je ne ferai pas partie de ces femmes qui vont baisser les bras et que ma fille va se retrouver dans 35 ans sans mère, disant que, ah tiens, ma mère, elle est sénégalaise, ou ma mère était. Parce que depuis le début, ils ont dit à ma fille, ta mère t'a abandonnée, ta mère n'existe plus. Arrivée à Kinshasa, j'ai pris rendez-vous à l'ambassade de France. J'ai attendu 1 heure. Tout le monde est passé 2 heures, 2h30. Je me dis, Kiné, je ne te reconnais pas là. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans réponse. Et lundi, j'arrive à l'ambassade de France. Ils me disent, oui, on ne peut pas vous délivrer le visa de retour pour le moment parce qu'il faut encore des enquêtes. Mon Dieu, j'étais là. J'avais les larmes qui coulaient. J'avais eu ma fille par l'intermédiaire des amis. Je l'ai eu au téléphone. J'étais toute contente. On a parlé. Je lui ai dit, tu sais que maman t'a pas abandonné. Et une maman n'abandonne jamais sa fille. Le lendemain, elle a plié bagage. Il est parti avec la petite. On ne sait pas où. Donc, ce qui me faisait peur, c'était qu'il l'a déjà pris du Congo en France. Et puis, est-ce qu'il ne va pas se barrer de France à ailleurs? Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas dormi toute cette nuit.
Et après, je reviens vers Marie. Je dis, Marie, tu sais quoi? Il y a des associations en France, des associations féminines qui luttent contre la violence. Je ne sais pas. Il faut que ça bouge. Il faut faire quelque chose. Je suis là, je ne peux rien faire. Donc, je compte sur vous. Et ce qu'on peut faire, c'est écrire à la ministre de la Femme. Donc, Tata Marie s'est mise tout de suite à faire la lettre que j'ai bien gardée comme souvenir. Et du coup, ils ont envoyé la lettre au cabinet de la ministre. Et le lendemain, la même lettre, je l'ai amenée à l'ambassade de France, sans rendez-vous ni rien. Je me suis pointée à laquelle j'ai dit, j'ai besoin de déposer ce document pour mon visa parce que c'est très utile. La consul m'a invité à entrer et tout. Et elle m'a dit, raconte-moi. J'ai dit, voilà, on a écrit à la ministre. Vous bougez, c'est bien. Vous ne bougez pas, c'est la ministre qui vous fera bouger. Je ne savais même pas. Mais c'était vraiment... Il fallait que je parle, il fallait que je bluffe. Et du coup, il m'a dit, ne vous en faites pas. Votre visa sera prêt après-demain. Je reçois le message à la maison, on m'appelle. L'ambassade de France à Kinshasa a essayé de vous joindre, merci de nous rappeler. Donc je rappelle au numéro indiqué. Oui, madame, votre visa est prêt. J'ai appelé Marie, j'ai dit, j'ai pas d'argent, j'ai rien. J'ai mon visa, j'ai pas de billet. Trouvez-moi de l'argent pour me payer le billet. Et du coup, Marie, le même soir, Marie m'a trouvé le billet. Donc, je suis revenue le lendemain. J'arrive à Orly, c'était nickel. Et puis de Orly, j'ai pris le premier TGV pour arriver à Saint-Dié. J'étais attendue. Arrivée en France, tout est allé tellement vite que moi-même, j'étais là, je me disais, ah ouais, là, je comprends plus rien. J'ai souffert en Afrique. Et là, en 2 mois, j'avais le dossier en béton en justice. Et on me promettait de me redonner ma fille. Et je suis arrivée en janvier. J'ai revu ma fille le 4 mai. Et je suis restée 6 mois sans voir la petite. Aujourd'hui, j'en suis là. J'ai pas mal bataillé pendant 2 ans. Dieu a fait que j'ai récupéré ma fille. J'ai la garde exclusive. Son père le voit la moitié des vacances. Actuellement, je ne peux que remercier Dieu et tous les gens qui m'ont aidé à revenir en France, à aller en justice et puis avoir ma fille. Je pense que cette force, c'est vraiment ma fille. Voilà, c'est ma petite histoire. Elle n'est pas drôle, mais j'ai pu sortir la tête de l'eau. Et je pense que si j'ai pu le faire, pourquoi pas les autres femmes qui sont en train de souffrir silencieusement chez eux, dans leur couple, et se dire que tiens, ils vont jamais y arriver. Je me dis que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant qu'on a des enfants, on peut. C'est pas parce que tu travailles pas, pour n'importe quelle raison, hein, mais c'est pas parce que tu travailles pas que forcément t'es quelqu'un de mauvais et que t'es pas intéressant, que tu fais rien, que tu passes tes journées sur ton canapé à regarder la télé, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Je veux dire, nous-mêmes, ne serait-ce que dans notre cas, on a quand même 4 enfants. C'est des enfants qui mangent pas à la cantine. Faut quand même savoir que voilà, on va les chercher, on les ramène, on leur fait à manger, on fait le ménage, on s'occupe de la maison. Faut quand même gérer les factures, les courses. Enfin, c'est du travail, quoi. Hein. Le linge. Tu les occupes beaucoup? Après, il faut les occuper, hein, parce que quand ils sont pas à l'école, ben, ils sont à la maison. Mais bon, c'est pas à la maison comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas reconnu. Et même, ça arrive encore, des gens qui me disent « Mais toi, qu'est-ce que tu fais chez toi ?» Donc moi, franchement, je suis choquée quand on me pose cette question, parce que je me dis « Mais au cas où, j'ai 4 enfants, quoi. » Je me dis, à travers ma petite expérience, je peux aider les gens qui sont dans le besoin, qui vivent ce que moi j'ai vécu. Et je peux aussi tendre la main à un moment donné aux gens qui souffrent. Parce que je sais que c'est pas facile. Les gens ont du mal à parler, à extérioriser ce qu'ils ont en eux. Et surtout, nous, les femmes africaines. On a été bâties d'une telle manière que parler de ces problèmes, c'est comme si tu croyais plus en Dieu.
C'est comme si tu remettais en cause ta foi. Il faut savoir parler de ces problèmes. Parce que si j'avais gardé tout ça pour moi, aujourd'hui, j'en serais pas là. Aller jusqu'à perdre ta vie pour un homme, ça, je pense que ça a été vraiment, pour moi, un déclic. Il fallait vraiment se sauver. Et puis se sauver soi-même et sauver la petite. Parce que s'il n'y avait pas de petite, je serais partie il y a très longtemps. Mon projet, c'est vraiment de me tourner vers les gens qui ont besoin de soutien matériel, moral, et puis de m'ouvrir vers les associations, de faire vraiment des trucs pour les enfants, l'éducation des enfants, promouvoir l'éducation des enfants. Ça a été toujours quelque chose que j'ai toujours voulu. Au Sénégal, c'était promouvoir l'éducation des filles. Et l'éducation spirituelle ne se limite pas à enseigner le Coran ou enseigner la Bible, mais donner les valeurs de base. Par exemple, parler à l'enfant de l'honnêteté, de la véracité, de la sincérité, de la justice. C'est bâtir vraiment un enfant qui deviendra un adolescent, qui deviendra un adulte. C'est important. Mais la société ne peut pas tout faire. C'est à nous de commencer déjà à bas âge, en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que voisine. Comment faire pour participer aux associations féminines, aux associations pour vraiment promouvoir l'éducation de la fille, des enfants. Je cherche juste à me sentir utile pour la société. Être libre, c'est quand même garder ses opinions. Je pense que c'est important, malgré d'être une femme, d'avoir des idées propres à nous et de pouvoir le dire, de pouvoir s'exprimer sur tout un tas de choses, alors d'être entendu ou pas, mais de ne pas se dévaloriser en disant ben, ça fait longtemps que je suis à la maison, un peu je sers à rien quoi. C'est pas vrai. Il faut garder cette confiance en soi. Ouais, il faut le garder, il faut mais il faut le cultiver aussi. C'est pas parce qu'on est maman qu'on est que maman. Et je pense que c'est important aussi, de temps en temps, de s'autoriser à sortir, à penser à autre chose, même si on ne le fait pas. Voilà. C'est bien de penser. Parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est important. Oui. Et on voit les choses avec un peu plus de recul aussi. Que quand on est toujours tout le temps dans le nid, on a du mal de voir les choses extérieures. Parce que des fois, nous aussi, on est maman, mais on va mal aussi. Des fois, on déprime, on n'est pas bien, on est malheureuse aussi. Et tout ça, ça nous ronge aussi de l'intérieur, quoi. Et puis, j'ai eu aussi la chance d'avoir un mari aussi qui me dit pas « reste à la maison ». Voilà. Si je veux faire quelque chose, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a que moi qui cherche mes limites, en fait, avec l'accord de mon mari. Voilà, avec l'accord de mon mari quand même. Je suis libre, mais il est au courant de tout ce que je fais. Voilà, il est au courant, il est d'accord avec. La femme dans la société aujourd'hui, c'est la femme qui veut être autonome, qui ne veut pas dépendre de quelqu'un, même si elle est mariée. Il faut être deux pour mener une vie correcte, quoi. Nous, nos parents, c'était mère au foyer, que ce soit la maman, les enfants, c'est le père de famille qui est là pour subvenir les besoins de la famille, qui va travailler, qui va ramener. Et c'est la maman qui gère les enfants. Un peu nous, notre génération, on a été élevés dans ce contexte-là et on a suivi nos parents. Mais ce qui a changé un petit peu, c'est que nous, on a voulu faire un peu plus que nos parents. La vie change, la société change. Il faut suivre, quoi, il faut suivre, et dans le bon sens. Et nos enfants sont venus, ben, ils ont fait aussi un changement par rapport nous, à notre vie, comment on vit. Et puis je pense que ça va faire que ça. Chaque génération apporte quelque chose de nouveau. Alors la place des femmes aujourd'hui, elle évolue. J'en suis contente. Elle n'est pas encore
au même stade que celui de l'homme. Mais on prend de plus en plus de place, on nous écoute mieux. Donc je trouve que pour l'instant, ça évolue bien. Voilà. Surtout pour les générations à venir. On entend encore des choses comme quoi, si t'as pas d'enfant, c'est pas normal. Ah non, les femmes aussi ont le droit de ne pas vouloir porter, et de ne pas se sentir bien en étant enceinte ou d'avoir des enfants, de ne pas se voir mère. C'est tout à leur honneur, moi je trouve ça. C'est une femme qui est capable de dire non, moi je ne veux pas d'enfant, je trouve que c'est tout à son honneur, quoi. Et je l'en blâmerai pas et je la respecterai pour ça, justement. Dans la société actuelle, elles ne sont encore pas assez présentes. Quand on voit à l'Assemblée, le nombre, la parité n'y est pas. Et il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. J'ai vu un reportage encore il n'y a pas longtemps, justement c'est un espèce de zapping, une petite image à l'Assemblée où une députée descend, elle a une très jolie robe et elle s'est fait siffler, quoi, encore dans l'Assemblée. Donc la parité, l'égalité, le respect, on en est encore loin. Encore très très loin. Ces beaux messieurs derrière leur bureau parlent de parité, mais faut déjà le faire avant de pondre des textes de loi. Il faut déjà travailler en interne. Ce serait bien qu'il y ait de la médiation là-bas ou des éducs à l'Assemblée. Ce serait pas mal. Bon alors là, ou des mauvais points, une carte à points. Si, une rancœur, si, quand même, par rapport à l'homme, si, quand même. Parce qu'on utilise la femme comme arme de guerre, voilà. On manque souvent de respect par rapport à ça, quoi. La relation de l'homme à la femme. Si j'avais une baguette magique, ouais, je voudrais qu'elle ne subisse plus de violence. Voilà. Que ce soit de la domination dans le couple, dans la vie de couple, ou en tant que guerre, c'est atroce, quoi. Que le viol n'existe plus. Ça, ce serait un beau rêve, quoi. Ouais. La mutilation, le tabassage, la violence n'existe plus. Un monde de bisounours, quoi. Avec des arcs-en-ciel partout. Des bisous. Des bisous, des câlins. Une femme, ça doit toujours prouver qu'elle est capable, prouver que... Alors qu'un homme, pas du tout. Un homme qui est embauché quelque part, il fait son travail et on lui demande pas plus que ça, quoi. Alors qu'une femme, il faut toujours qu'elle se batte. Reprendre des études ou reprendre un travail, ça veut dire recommencer à zéro. Alors que normalement, j'ai quand même un BEP dans l'hôtellerie. Si aujourd'hui j'ai envie de retrouver du travail, je pense que je pourrais en retrouver. Mais le fait de ne pas avoir travaillé pendant longtemps, on va me remettre vraiment en bas. Alors que normalement... je devrais reprendre ma place, quoi. J'ai juste des enfants et je pense que c'est loin d'être une maladie, hein. Déjà, je les mettrais au même pied que les hommes. Je pense qu'on a un instinct que les hommes n'ont pas. Et ça, on le voit sur plein de choses, hein. Des fois, des choses que nous, on ressent, sur un ressenti, Et c'est vrai qu'après, les hommes, ils vont dire « Ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison ». Mais sur le coup, je pense que si on serait un peu plus entendus, un peu mieux écoutés, il n'y aurait pas toute cette guerre qu'il y a aujourd'hui, sur plein de choses, quoi. Et c'est dommage, parce qu'au final, on a besoin les uns des autres, et ça se fait encore beaucoup dans la méchanceté. Vas-y, fais-toi plaisir. Ben, un homme, c'est plus facile, quoi. Je pense que c'est quand même plus facile. Déjà, il est reconnu dans la société, donc déjà, je pense qu'il a une bonne place. Et puis, il travaille, il rentre chez lui, donc d'accord, il a fait sa journée, mais une fois qu'il est chez lui, c'est cool, quoi. Je veux dire, la femme, elle lui a fait à manger, elle lui a lavé son linge, elle a fait le ménage, elle s'est occupée des enfants. Et il va pas forcément se rendre compte qu'elle, elle a aussi galéré toute la journée. Et qu'à la fin de la journée, elle aussi, elle est fatiguée. Et voilà, ça se pose pas, ce genre de questions. C'est plus comme avant, c'est pas ta boniche, quoi. Je veux dire, on vit en couple, on a des enfants. Alors certes, tu travailles, ok, t'as fait ta journée, t'es fatiguée, mais quand même, donne un coup de main. Voilà, ta femme, elle a besoin de toi, elle a besoin aussi que tu discutes avec elle, que tu lui poses des questions, de savoir comment elle va, de savoir... C'est important aussi de ne pas l'oublier. On est maman, nous sommes les premières éducatrices
de cette société. Donc, pensons à nos enfants, pensons à l'éducation de nos enfants. À ma fille, je lui dirais juste que c'est grâce à elle que je me suis battue, que j'ai jamais baissé les bras, même si à un moment donné c'était dur. Je voyais pas le bout du tunnel, mais je me suis dit, je vais y arriver. Et pour pouvoir raconter cette histoire à ma fille, il faut déjà que je sorte de ces épreuves. Je dirais que quand on est petite, alors peut-être que c'est pas vrai, mais moi j'ai l'impression que quand on a des filles, on les considère un peu comme des princesses. C'est des princesses, elles sont élevées différemment des garçons. Parce qu'en fait, je pense qu'on les surprotège. Et quand elles grandissent et qu'elles deviennent femmes, mamans, pour moi, c'est pas des femmes, c'est des guerrières. Il faut qu'elles se battent pour y arriver. Je pense que je vais leur dire qu'il faut déjà vivre pour elles. Qu'elles soient déjà elles-mêmes considérées en étant quelqu'un de reconnu par elles-mêmes. Seulement une fois ou soit qu'elles auront un travail ou une situation, enfin quelque chose qui va les épanouir en dehors de la maison. Seulement là, je vais leur dire, voilà, maintenant vous avez les cartes en main. Et c'est pareil avec mes garçons. Je leur demande d'abord, petit à petit, là je leur mets dans la tête qu'en fait il faut prendre soin de sa femme. Et je leur dis que déjà vous n'allez pas fréquenter des filles, mais vous allez en choisir une, et une qui sera votre femme. C'est pas la même chose entre fréquenter pour fréquenter et fréquenter une fille pour l'aimer. Pour moi, ça c'est vraiment une grande différence, c'est que quand on décide de faire un enfant avec une femme, on ne décide pas de faire un enfant avec une femme, on décide de fonder sa famille avec quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman très ouverte qui m'a parlé de beaucoup de choses. Et justement de cette autonomie qu'il fallait gagner, ne pas dépendre, qu'elle me faisait rendre compte que c'est il n'y a pas si longtemps que ça, que les femmes ont le droit de signer des chèques sans l'autorisation de leur mari. Et moi, j'apprends ça à ma fille aussi déjà. Et je sais que ma fille, elle, dans sa tête, pour l'instant, bon, elle est jeune, elle a que 16 ans, elle dit moi, je veux pas d'enfant. Et je la blâme pas pour ça, je dis oh ben non. Elle commence à sortir de ces petites cases de mère au foyer. Moi, je me sens féministe dans le combat de tous les jours et la possibilité de faire ce qu'on veut. Laissez-nous faire ce qu'on veut, comme on laisserait faire à un homme ce qu'on veut, quoi. Bah, arrêtons de faire des dinettes roses, des poupons tout roses, parce que les petits garçons, ils adorent jouer aux bébés aussi, puisqu'ils reproduisent ce que les parents font. Donc, il faut arrêter déjà cette différence-là, et puis éduquer les petits garçons en disant, ben non, on ne touche pas les filles comme on veut, et pareil pour les filles aussi. Le respect mutuel. Mais je pense que c'est plus au niveau de l'éducation des garçons maintenant qu'il faut changer. Parce que nos enfants, malgré qu'ils sont nés ici, qu'ils ont la culture française, ils ont aussi la culture africaine. Et ils les appliquent. Ils l'appliquent, que ce soit les garçons ou les filles. Et on transmet ça aussi à nos petits-enfants. Parce qu'on voudrait que ça reste. Je pense que nul ne veut perdre sa culture, quoi. Je vois avec ma mère, et jusqu'à présent, quand elle me regarde, je sais pourquoi elle m'a regardée. Elle n'a pas besoin de dire c'est ça. Tout de suite, j'ai compris. Et pourtant, mes enfants, ils sont nés en France. Je regarde une de mes filles, elle sait pourquoi j'ai regardé. Ça, c'est l'éducation qu'on m'a donnée, que j'ai transmise. Il faut savoir qui on est déjà. Il faut essayer de comprendre chaque personne, en fait. Tu peux discuter avec tout le monde, mais il ne faut pas que tu t'oublies toi-même. Sache qui tu es pour pouvoir avancer dans ta vie, en fait. Voilà. Si tu sais qui tu es, tu pourras respecter la personne qui est à côté de toi et lui donner tes valeurs, essayer de comprendre aussi la personne qui est à côté de toi.
je pense que moi, c'est ce que j'ai transmis à mes enfants. On accorde plus de place à la femme française en France ou ailleurs qu'on ne l'accorde pas à la femme africaine. La femme africaine au Sénégal, maintenant avec l'émancipation, la femme a le droit de travailler. Mais malgré que la femme a le droit de travailler, la femme, quand elle revient à la maison, le mari va se reposer ou va se mettre devant son match ou devant son journal, alors que la femme va se mettre à la cuisine pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir faire manger la famille de son mari, faire manger son mari, ses enfants. Au même moment que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose parce qu'il a travaillé toute la journée. Et la femme dans tout ça, elle n'a pas travaillé toute la journée. Pourquoi c'est toujours la femme qui doit courir derrière les enfants, qui doit éduquer, qui doit faire à manger, qui doit faire la lessive, qui doit, alors que l'homme ne peut pas le faire? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ça qu'on nous a inculqué depuis toute petite. Ta mère va te trouver chez toi. Ton mari va lever la cuillère de la table pour l'amener à la cuisine ou laver une petite cuillère. Ta propre mère va t'insulter, te dire que tu n'es pas une bonne femme. Pourquoi ton mari va prendre le balai alors que tu es là? Pourquoi ton mari débarrasse la table alors que tu es là? Donc déjà, notre génération, nous, on a du mal. Parce que nos mères ne peuvent pas s'imaginer que nos maris puissent nous aider dans les tâches. Quelques regrets. Souvent on me dit ouais, faut pas avoir de regrets, mais si quand même. Quelques regrets, des super moments et beaucoup de partage et de belles rencontres. Ouais. Et une vie de joyeuse et festive. Voilà. Et enrichie, très enrichie culturellement aussi. Voilà. J'adore les festivals, j'aime bouger et j'aime le soleil et la chaleur. Fière d'être femme africaine, fière d'avoir connu la France, d'avoir connu des femmes européennes, des femmes françaises et de me dire, tiens, parlant de culture, je ne peux pas me défaire de ma culture, je ne pourrai jamais. Mais il y a des choses à améliorer par contre dans ma culture, comme dans la culture française. Donc du coup, je me dis que c'est une chance d'avoir des cultures différentes, de vivre dans un milieu où les valeurs ne sont pas les mêmes. Je vais avoir 32 ans, je me dis que je n'ai pas tout perdu. J'ai quand même eu des enfants. Donc malgré que moi je ne suis pas insérée, si on peut dire, dans la société avec un travail et que je ne gagne pas de l'argent, que je n'ai pas un salaire, tout ça. Mais je suis plutôt fière quand même. Parce que j'ai fait des choix et c'est des enfants qui ont été voulus, les 4. Donc voilà. Je me suis quand même mariée, c'est important aussi parce qu'on voit beaucoup le travail comme étant une chose divine, mais réussir son mariage, avoir quelqu'un avec qui on puisse se confier, avoir des enfants heureux, je pense que ça aussi, ça fait partie de la vie. Dire aux femmes de ne pas baisser les bras, de toujours vouloir aller de l'avant. Hommes et femmes, on peut œuvrer ensemble. On est fait pour œuvrer ensemble. On est complémentaires. N'essayons pas que chacun essaie de dominer l'autre. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour vivre ensemble. C'est comme 2 oiseaux dans leur nid, 2 colombes dans leur nid. Donc c'est le mariage. Si on décide de se marier, qu'on puisse consulter sur tous les points, faire de telle sorte que les choses aillent bien, qu'on puisse donner l'exemple à nos enfants, que le mariage c'est pas la guerre, au contraire, le mariage c'est un havre de paix. C'est important qu'elles aient accès à ce qu'elles ont envie, si elles veulent reprendre des études, si elles veulent, petites comme grandes quoi, si elles veulent accéder, comme on voit par exemple les élections des présidents, tout ça c'est que des hommes, c'est beaucoup, je leur laisserai plus le choix de faire ce qu'elles ont envie. Il faut aussi se mettre dans la tête que la vie n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Si tu décides de faire quelque chose, et tu es sûr que la chose là, tu en as discuté avec des parents ou des amis, c'est une chose correcte, même si c'est un mur, fonce. Il ne faut pas
te dire j'y vais pas, je fais pas. Voilà. Parce que si tu ne prends pas de risques, tu ne sauras pas si tu as la chance ou pas. Savoir qui on est, je pense que c'est très important. Nul n'est supérieur à l'autre. Le fait qu'on est différent, ça c'est... On est venu comme ça au monde, on ne peut pas le changer. D'être différent, c'est une richesse. Tu m'apprends, je t'apprends. La femme doit être solide. Il faut être solide chez soi, il faut être solide dans la société, il faut être solide à son travail. À toutes les femmes du monde entier, je dirais gagnez votre autonomie. C'est le meilleur moyen d'être libre. Pour moi, une femme libre, c'est ça, au maximum de pouvoir s'accepter dans son corps aussi déjà. Je sais que des fois, c'est pas évident, mais avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir aussi dans les médias, c'est sûr que c'est difficile de se voir, enfin de s'aimer tel qu'on est en fait. Et essayer de vous aimer tel que vous êtes et de profiter de la vie au maximum. Sans les femmes, il n'y a pas de vie. La femme, c'est la vie. Bah oui, on est des femmes, hein. Allez.